Merci à Popeyes de commanditer l'épisode suivant. Je veux vous parler rapidement de suppléments. Évidemment, ça fait des années que j'en prends par le bagage que j'ai avec le football. Mais au niveau de la santé, ça devient de plus en plus une priorité dans mon cas, particulièrement avec les petites dépressions saisonnières qu'on peut tous vivre. Moi, le premier, je suis très, très affecté par le manque de lumière et je vais m'assurer de chercher une vitamine D, une vitamine B et aussi des oméga 3 qui m'aident un peu à régulariser tout ça pendant les périodes un petit peu plus difficiles. Allez voir ça sur le site web de Popeyes. Re-bienvenue à Chiller chez Boulet. Je tiens à préciser que ce show-là est disponible grâce aux suppléments Popeyes. Les suppléments Popeyes, c'est pas juste pour les gars qui veulent avoir des gros bras comme moi. J'avoue que ça fait quand même partie de ma liste d'objectifs. Mais pour les personnes qui veulent juste être en santé, il y a toutes sortes de vitamines, de minéraux, de supplémentation que vous pouvez aller chercher. L'idéal, c'est de vous rendre en magasin parce qu'ils ont des experts qui peuvent vous guider sur vos besoins. Je vous rappelle aussi que c'est possible de m'écouter avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez, Alex Charbonneau tous les matins à Week-end 99.5 dans l'émission On part ça de même. Émission où j'ai eu la chance l'an dernier de rencontrer mon invité aujourd'hui, Judith Lucier. Salut Étienne! Judith, t'es comme... honnêtement, je pense que t'as été ma découverte de 2020. On se connaissait de nom, on a eu la chance de se côtoyer. Puis j'avais hâte de te recevoir de un parce que là, je suis complètement fasciné avec ton livre Annulé, des réflexions sur la cancel culture. Et je t'avoue que tu es quelqu'un... premièrement, je vais te présenter correctement, là. Journaliste, chroniqueuse, autrice. Mm-hmm. C'est ton 8e livre? Genre, on dirait que je sais pas lesquels compter. Il y a des bios là-dedans, il y a des bios tu sais que j'ai ghostwrité. Ouais. Mais genre 7-8e, là, ouais. Mais t'en as beaucoup à ton actif. Puis mon point, c'est le suivant, c'est que je sais que t'es bonne pour argumenter. Oui. Puis on est dans une période où il y a toutes sortes d'enjeux qui valent la peine d'argumenter puis de débattre. Puis là, je me disais, je vais-tu lire ça puis je vais être ultra confronté. Sur les dents puis tout, puis stressé puis roché. Puis non, puis des fois, moi, j'ai une petite naïveté où comme, la vie est smooth du haut de mon privilège d'homme blanc. Mm-hmm. Tu sais, puis que des fois, je réalise pas les autres enjeux. Puis tu m'as accroché, si tu me permets, je vais lire le premier paragraphe. Avec parce plaisir. Que je me suis vraiment senti interpellé puis je pense que ça vaudrait la peine que plusieurs gens lisent ça. C'est dans l'intro. Ressentez-vous du stress? Avez-vous parfois l'impression que le monde change beaucoup trop vite pour votre capacité à absorber toutes les nouvelles sensibilités? Avez-vous le sentiment de ne plus pouvoir rien dire sans risquer l'humiliation pour avoir utilisé les mauvais termes? Puis tu continues dans ce sens-là, puis... C'est un peu comme une espèce de caricature de publicité, genre, oui. Vous sentez-vous fatigué? Puis là, c'est en noir et blanc. Oui, c'est ça. Puis là, après avoir lu ton livre, t'es en couleur, mais... Je veux que tu me parles de ce projet-là annulé sur la cancel culture. Ben, tu sais, quand on travaillait ensemble à Week-end, on en observait souvent. Tu sais, moi, dans les nouvelles, je parlais souvent de situations où on dénonçait la censure. Ouais. On était en plein dedans, en fait. Oui, il y avait, par exemple, le premier ministre qui avait proposé sa liste de lecture à l'Association des libraires, puis l'Association des libraires qui s'était fait critiquer, qui avait censuré la liste de lecture du premier ministre. Puis là, on accusait les personnes qui avaient critiqué la liste d'avoir été des gens d'ayatollahs, d'espèces de censeurs. Parce qu'il y avait le livre de Mathieu Bock-Côté. Oui, exactement. Qui est très arrêté dans certaines de ses idées. Oui, puis là, tu sais, moi, ce genre d'histoire-là, ça m'intéresse parce que je me dis, je trouve souvent, on dénonce pas exactement les bonnes personnes. On accuse des personnes, par exemple, dans ce cas-là, d'avoir critiqué. Ouais. On les accuse d'avoir voulu censurer, alors que ces personnes-là, il voulait juste dire... Il levait la main, là, tu sais. Ouais, ça. Genre, moi, j'aimerais ça dire que il voulait critiquer l'initiative, mais pas nécessairement la faire disparaître ou, tu sais... C'est-tu des gens que tu as rencontrés, eux autres, dans ton processus? Notamment, j'ai parlé à des gens qui ont fait partie, effectivement, des critiques de cette liste-là, qui étaient comme, ben non, nous, on n'a jamais voulu demander... de retirer la liste. C'était pas du tout ça l'intention, mais c'est important. Puis, c'est important aussi, quand on parle de ça, on parle souvent de liberté d'expression. Ouais. Mais c'est important que ces gens-là aient la liberté d'expression, eux aussi. Des fois, on aime beaucoup parler de la liberté d'expression tant qu'elle nous convient à nous. Oui, la liberté ça. Des autres, quand elle est en désaccord avec la nôtre. Oui, puis quand il y a des idées qui nous dérangent, on veut les critiquer, mais ça veut pas dire qu'on veut les censurer. Qu'on veut... Donc, ça, ces histoires-là, ça m'a toujours fascinée. J'en parlais un peu dans mon précédent essai On peut plus rien dire. Puis genre, j'avais pas fini là, de
de mettre les dents là-dedans. Ouais. Puis quand... c'est ça, quand on a arrêté... Moi, j'ai arrêté la radio à week-end à l'hiver 2020. Puis ouais. après ça, je me suis retrouvée... Bon, ça va être quoi mon prochain projet? J'ai parlé avec mon éditeur, puis on a... Tu venais de publier Lisa Frula. Effectivement. Une biographie. La biographie. J'ai eu vraiment du fun à faire ça. Moi, j'aime ça, écrire des livres. Pour moi, c'est comme un long espace d'expression. Puis j'aime ça, me pencher sur un sujet en profondeur pendant... Mais c'est pas pendant 5 ans non plus. Là. J'aime ça, que ça en 6 mois, je fais le tour de mon affaire, je passe à travers ça, puis j'ai vraiment l'impression d'avoir pris ce sujet-là de la cancel culture, dans ce cas-là, à bras-le-corps. Vraiment, c'est un sujet rochant, on va rentrer dedans. Oui, puis tu l'as fait en allant à la rencontre de personnes qui ont été au cœur de ça. Puis aussi, c'est niaiseux, là, mais tout moi, là, je savais pas ce que voulait dire woke. Avant que je te raconte, je sais pas si tu sais, on était en ondes à la radio un matin, puis t'as sorti ce terme-là, puis j'étais comme, qu'est-ce que ça signifie? Puis d'où ça vient? Puis d'où ça vient? Puis là, ça a comme dernièrement pris une connotation négative, alors que je pense que ça se voulait positif. Mais tu t'es allé décortiquer quand même toute la terminologie. Dans ton livre, on peut plus rien dire. Le terme était Social Justice Warrior. Ouais. Là, c'est rendu cancel, woke, tout ce qui vient autour. Fait que pour moi, c'était quand même assez informatif aussi d'apprendre tout ça. Mais tu l'as dit, puis tu touches un point qui est intéressant, c'est qu'on, tu sais, dans l'exemple du premier ministre, puis il y a peut-être un parallèle à faire aussi avec l'histoire Marie-Pierre Morin, c'est que les gens qui soulèvent le point, tu sais, un red flag, qui lèvent un red flag, ensuite de ça deviennent la cible pour les conséquences. Conséquences qui, des fois, sont démesurées pour le geste posé. Puis là, on dirait, comment tu fais pour démêler tout ça? T'sais? L'exemple de Marie-Pierre Morin, c'est super bon parce que, je veux dire, Safia Nolin a voulu dénoncer quelque chose. Elle était en droit de le faire. Elle a voulu dénoncer ça. Après ça, c'est pas de sa faute si tous les commanditaires lâchent Marie-Pierre Morin. C'est comme une conséquence... c'est complexe. Là. Tu peux pas imputer à Safia Nolin toute la faute de la débâcle de Marie-Pierre Morin. C'est ça. Après ça, je veux dire, oui, Marie-Pierre Morin a subi des conséquences extrêmes, probablement exagérées par rapport à ce qu'elle a fait. Safia aussi. Mais Safia aussi. Puis ça, on y pense rarement, mais Safia Nolin a subi énormément de violences, de harcèlement, de commentaires haineux depuis qu'elle a fait sa dénonciation. Et ça, jamais on la présente en victime de cette affaire-là. Tu sais, jamais on se... Moi, ce que j'aime beaucoup analyser dans ces situations-là, c'est quoi les dynamiques de pouvoir? Tu sais, qui a du pouvoir dans cette situation-là? Puis, tu sais, qui en perd, qui essaie d'en gagner, tu sais, puis c'est quand même, c'est jamais des histoires simples, tu sais. Puis c'est beaucoup du cas par cas aussi. Vraiment, puis tu sais, tu l'as... on est à l'ère des réseaux sociaux, on était aussi, puis peut-être que c'est un raccourci que je fais, mais que je trace, mais est-ce que tu penses que, parce que toutes ces histoires-là ont commencé à sortir en plein confinement, alors que tout le monde est un petit peu plus à la maison, plus sur les réseaux sociaux, peut-être plus d'anxiété puis de problèmes ou de craintes, d'émotions négatives qui ressortent, que ça a pu amplifier chacune de ces situations-là? Je pense que c'est absolument un facteur. Effectivement, la pandémie a fait en sorte que notre vie sociale, tu sais, avant, notre vie sociale se passait en réel et un peu aussi sur les réseaux sociaux. Avec la pandémie, ça s'est passé quasiment 100% sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que ça a amplifié l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Et aussi, les réseaux sociaux, ça fait seulement 10 ans à peu près que c'est vraiment dans nos vies. On commence à mesurer leur impact sur nous, puis c'est difficile à mesurer parce que les algorithmes de ça change tout le temps, puis c'est très secret. Et on commence à pouvoir mesurer les effets que ça a sur nos relations sociales. Tu sais, comment, par exemple, moins une information est nuancée, plus elle a de potentiel de devenir virale. Hein, parce que plus tu ajoutes des nuances à une histoire, généralement, plus tu fais comme... Au début, tu es offensé, tu es comme... tu sais, puis tu veux partager l'histoire. Mais si on te dit, mettons, oui, mais t'as-tu pensé à ça, à ça, à ça? Là, tu es comme, OK, ouais, tu sais, ça apaise un peu ta colère. Puis il y a moins de clics. Il y a moins de clics. Sur un article, par exemple. Donc, ça a un impact parce que on le sait que ça a eu tendance à nous polariser, à nous mettre les uns contre les autres parce que plus une information est choquante, plus c'est négatif, plus ça fait peur, plus ça nous rend en colère, plus on a tendance à le partager. Et donc, à se mettre à dos des gens qui pensent pas comme nous, tu sais, et à caricaturer aussi les positions adverses, puis à dire, ben voyons, ils sont bien niaiseux, les gens qui, je sais pas moi, votent pour Québec solidaire, ils sont donc bien débiles, mais parce que Juste en termes de vaccins, t'as les complotistes,
puis t'as les moutons. Ouais, il n'y a pas rien entre les deux. Quelqu'un qui peut, genre, avoir des questionnements légitimes, avoir des craintes aussi pour sa santé, tu sais. Non, c'est ça. Effectivement, on a tendance à rapidement se polariser. Puis je pense que les réseaux sociaux ont un impact là-dessus. Ça serait quoi tu sais, parce que ce que j'aime aussi là-dedans, puis ce qui m'a impressionné de toi, c'est au niveau de la nuance, parce que je trouve que même moi, dans une situation comme celle qu'on a vécue, que ce soit, je prends celle du premier ministre parce que c'est celle que tu as amenée tantôt, où on a décidé de retirer sa liste, on dirait que rapidement, tu te formes une opinion dans ta tête, où tu prends d'un côté jusqu'à ce que tu fasses, attends une minute, là, j'ai pas tous les éléments. Ouais. Est-ce que tu as changé d'idée en cours de route? Y a-tu des situations où tu as fait comme « Oh boy, OK, ça m'amène à tu t'es challengé toi-même? » Ben oui, vraiment beaucoup, parce que, tu sais, moi, tout le long que j'ai travaillé sur ce livre-là, il y a un bout que je trouvais ça vraiment difficile parce que je donne l'exemple, par exemple, de Josiane Stratis, qui était avec sa sœur. Exactement. Les deux filles ont été vraiment annulées. Là. Ils ont été cancellées de l'espace public parce qu'il y a eu des gens qui ont critiqué leur attitude. Climat de travail toxique, je pense. Climat de travail toxique, harcèlement, toutes sortes d'affaires. Et moi, quand c'est arrivé, cette histoire-là, tu sais, je pense que j'étais un peu en vacances. Je regardais ça de loin. J'ai pas voulu m'en mêler. Je trouvais ça légitime qu'il y ait des critiques contre ces filles-là, mais je trouvais un peu que c'était exagéré qu'elles perdent tout du jour au lendemain, qu'elles reçoivent des menaces de mort, que, on avait la même maison d'édition. Mon éditeur a reçu on lui a demandé de rendre des comptes. Pourquoi on aimerait que vous pilonniez les livres faut plus vendre les livres des jumelles Stratis. C'était quand même assez grave. Là. Chacun des partenariats que ces filles-là avaient développés était scruté à la loupe, puis on leur demandait de rendre des comptes. Puis moi, je me suis mise un peu à l'écart de ça, parce que je n'ai pas voulu m'en mêler, mais j'aurais dû, dans le fond, faire « Hey, c'était légitime les critiques, mais on peut-tu prendre un pas de recul puis se calmer, tu sais, le harcèlement en ligne, c'est non. D'un bord comme de l'autre. D'un bord comme de l'autre. Tu sais, justement, vous dénoncez le harcèlement, mais vous êtes en train de reproduire cette violence-là envers ces filles-là, tu sais. Puis, ça, c'est un exemple, mais tu sais, il y a plein je pense que n'importe qui s'assoirait soit avec une victime de cancel ou avec même une victime. Par exemple, on a beaucoup parlé de cancel dans le cas des agressions sexuelles. Puis souvent, la société, on a eu tendance à prendre pas le côté des agresseurs, ça a l'air, on n'y croirait pas dit de même, mais souvent, on va avoir de l'empathie en disant il va tout perdre, il va perdre son emploi, il va penser à sa famille. On a beaucoup été là-dedans avant le mouvement MeToo. Et là, on a été beaucoup dans le soutien des victimes dans les dernières années. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un endroit d'équilibre où on serait capable d'avoir à la fois de l'empathie pour ce que la victime a vécu, ce qu'on n'a pas eu assez dans les années avant le mouvement MeToo? Mais j'ose croire que c'est vers ça que ça se dirige parce que, tu sais, mettons qu'on pense aux victimes d'agressions sexuelles ou de tout ce qui a été à connotation sexuelle. Je pense que ça a vraiment... c'est pas le bon terme, pas choqué, mais ça est venu shaker la cabane parce que on le sait que le processus d'aller en cours, de dénoncer le côté légal, il fonctionne pas. Donc, on est allé caller out du monde sur les réseaux sociaux. Ça aussi, dans un certain sens, ça peut être wrong parce que maintenant, de nos jours, tu peux tuer une réputation, tuer une carrière puis la vie de quelqu'un sur un message anonyme, sur un chat room. Mais je pense que c'était peut-être une étape qui était nécessaire dans le but d'avancer puis de faire comme ça se peut pas. Il faut qu'on change la formule ici au niveau de la loi puis de la situation en cours pour pouvoir aller de l'avant. Tu penses-tu que c'est un pas dans la bonne direction? Ben, je pense qu'on est en train de trouver un équilibre. Puis il y a des initiatives qui ont été prises. Bon, le gouvernement veut mettre un tribunal plus spécialisé envers les agressions sexuelles. Avec plus d'empathie aussi. Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a lieu d'avoir plus de faire plus de place à des initiatives comme la justice réparatrice. Tu sais, je pense que quand on dénonce une agression sexuelle, on veut pas nécessairement que la personne soit punie par le système carcéral, qu'elle soit emprisonnée. Tu sais, je pense que, je vais parler pour moi, mais les filles en général, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, c'est que
avertir nos chums de filles, ce gars-là, fais attention. Ben, c'est ça, pour pas que ça recommence. Avertir les gars, leur dire, hey, ce que t'as fait, c'était pas correct. Ouais. Genre, je veux pas que t'ailles en prison pour ça, mais j'aimerais ça que t'arrêtes de le faire. Puis arrête de faire ça. Prends ça au sérieux, ce que je suis en train de te dire, parce que je veux que ça cesse ce comportement-là. Je me suis pas sentie bien là-dedans. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Je voudrais que tu le saches. Et pas nécessairement... Puis, je veux dire, porter des accusations comme ça, c'est super grave. Puis souvent, ça s'est retourné contre nous. Fait qu'on a tendance à fermer nos gueules. Pour de vrai, on a fait ça beaucoup dans le passé. Puis là, ben, les dénonciations... excuse-moi, mais c'est-tu quelque chose qui t'est arrivé? T'as-tu été... Moi, j'ai jamais dénoncé d'agression sexuelle, ben, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, tu sais, parce que, genre, je relativise tout ce qui m'est arrivé. Ça, mais ça, c'est pas normal non plus. Ça, non, je sais, mais genre, j'ai peur de faire de la peine aux personnes de mon entourage qui pourraient être déçues par cette situation-là. Je juge que, tu sais, j'ai encore une partie de moi qui pense que c'était de ma faute. Puis j'ai pas envie de faire du tort à ce gars-là. Ce gars-là, j'ai l'impression que je pense qu'il fait plus ça, qu'il est ailleurs. Tu sais, ça s'est passé il y a très, très, très longtemps. Donc, tu sais, toutes les choses que j'ai dans ma tête que je me dis, ça vaut pas la peine de me mettre dans la merde comme ça. Si tu t'embarques là-dedans, tu dois faire... Tu le sais que c'est important, mais ça doit être lourd à porter, ça aussi, même si c'est pas le processus habituel. Non, c'est ça. Fait que moi, je pense que... Puis, tu sais, on l'a vu, par exemple, avec Alex Nevsky, il a entrepris une démarche de justice réparatrice avec son ex dans un... Tu sais, pour mieux comprendre comment il avait pu dépasser les limites, comment il l'a mis dans une situation d'abus, comment elle s'est sentie. Ils ont réussi à se parler, puis aujourd'hui, ben il n'y a pas... Tu sais, puis ça enlève aussi un poids de, genre, quand tu dénonces une agression sexuelle, tu sais que ça va être grave pour la personne qui est accusée. Ouais. Tu sais qu'elle va vivre des conséquences super négatives, puis tu veux pas nécessairement ça, parce que je pense qu'on a de l'empathie malgré tout, tu sais. Moi, ce qui me fascine, ben, tu sais, puis je le connais pas, Alex Nevsky, puis il s'est un peu auto-callé out aussi. Ouais, c'était maladroit. C'était maladroit. Mais j'ai quasiment plus d'admiration pour la personne, pas quasiment, je n'ai plus, pour la personne qui a décidé quand même de faire le processus de réparation avec lui ou avec elle. T'sais, mais je pense que c'est mais ça en dit long. Oui. Ça me fait penser... Mais ça, c'est pas une garantie. Ben non. Que la personne qui... va recevoir ça. Ben oui, ça peut faire, écoute, mon homme... des deux bords. Démarre-toi, là, des deux côtés. La victime peut être comme pas prête à donner, puis l'agresseur peut être pas complètement avoir cheminé vers comprendre ses comportements. C'est quoi, ça me fait penser au processus des amendes honorables dans les mouvements anonymes, tu sais. Des fois, tu veux faire des amendes honorables, puis genre, tu te butes à un mur parce que la personne... l'autre personne, peut-être qu'elle n'a pas fait de cheminement, ou peut-être qu'elle t'en veut encore, ou qu'elle ne croit pas non plus à ton cheminement. Toutes sortes de raisons, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. C'est drôle, parce que ça me parle, parce que quand j'ai fait ma dernière thérapie, celle à la Maison Jean-Lapointe en 2017, il y avait ce qu'ils appelait le PAF, le Programme d'aide à la famille. Puis une fois par semaine... c'est drôle que ça s'appelle de même, le voyons. PAF. Ah ouais? C'est vrai genre... que c'est... Ouais, mais moi, c'était l'alcool puis la drogue, là, c'était pas la violence, PAF. mais j'avoue non, que c'est... Non, mais être PAF aussi, okay. c'est bizarre. Je voyais la tape, j'entendais la tape, mais ça aussi, ça serait maladroit. Ouais. Mais ceci étant dit, une fois par semaine, je voyais je ne veux pas dire mes collègues, mais les personnes avec qui je partageais cette période-là dans la Maison Jean-Lapointe, qui partaient puis qui allaient rejoindre leur famille au premier étage, puis là, c'était un espèce de processus thérapeutique à la gang au niveau de la codépendance, tout ça, puis Maïka voulait rien savoir. Elle était en colère contre moi. Elle était écœurée. Mais non, mais elle était comme, fais ton processus. Moi, je vais faire le mien, mais comme, démarre-toi, là, tu sais. Puis ce qui est correct aussi. Fait que ça serait quoi le... C'est drôle, hein, parce que, en fait, quand toutes ces situations-là de gens qui se sont fait call out sont sortis, je pense que ça a shaké beaucoup de gens. Moi, le premier où j'ai fait, tu sais, j'ai eu un passé olé. Dans ma tête, tout a toujours été fait dans le respect et dans le consentement. C'est ça mon trip, de savoir que l'autre personne apprécie le moment. Mais il y a des fois où j'ai été chaud raide. Il y a des fois où j'ai été déplacé. Puis beaucoup dans mon entourage, gars et filles, se sont posés des questions à savoir. Puis je pense que c'est malheureux ou pas, mais l'histoire de Safia avec Marie-Pierre a fait en sorte qu'il y a des filles aussi qui se sont dit « Oh, crime, j'ai peut-être, moi, avec été déplacé dans un bar. » Mais fait que je pense vraiment que... Autant ça a ébranlé les gens, puis autant tu te dis, OK, on sait pas de quel bord, de quel côté ça peut aller, autant, mais ça te challenge, tu te regardes dans le miroir un petit peu, puis tu fais, ben, dorénavant, je vais
y aller un petit peu plus intelligemment. T'sais. On vit dans une société qui banalise beaucoup la consommation d'alcool, puis on sait que ça a des conséquences sur ces enjeux-là notamment. 100%, puis ça a des conséquences sur toutes sortes de comportements, mais est-ce que j'avoue qu'à un moment donné, c'était quasiment le running gag. Quelqu'un se faisait caller out, puis c'était comme, j'entends un processus, j'irai en thérapie, puis même moi qui est très, très sensible à la cause de l'enterré, puis je faisais comme, tabarnouche. C'est se trouver une excuse sans se trouver une excuse. Puis en même temps, c'est probablement nécessaire aussi d'aller là. Oui, je pense que ça fait partie d'un éventuel processus. C'est sûr et certain. Puis tu sais, je pense que n'importe qui est dans un processus de rétablissement par rapport à l'alcoolisme, c'est un gros processus. C'est tough. Tu passes par là, tu te poses des questions que j'ai faites dans mon passé. Comment j'en suis venue là? Je pense que c'est une réflexion qui va être bénéfique à n'importe qui. C'est drôle parce que, tu sais, à la fin de mon essai, justement, tu sais, quand Julien Lacroix il a dit, tu sais, j'aimerais ça qu'on ait une réflexion sur l'alcool, ça excuse pas, mais, tu sais, je sais que ça a été un facteur dans mon cas, blablabla. Puis, il y a des gens qui pensaient que c'était une volonté de Julien de revenir dans l'espace public. Finalement, il n'est pas vraiment revenu, mais moi j'avais liké ce statut-là. Puis, tu sais, ça a été pas interprété de cette façon-là, parce que, tu sais, je suis une féministe, je like le statut de Julien Lacroix. Puis, c'est un autre enjeu des réseaux sociaux. Un like, ça veut tout dire, puis ça veut rien dire en même temps. Pour moi, mon like, il voulait dire « Hey, je t'appuie dans ta démarche de sobriété. Je reconnais... Ouais. Je reconnais ça, c'est un processus qui te rejoint. Qui me rejoint, moi, parce que je suis passée par là. Puis je reconnais dans les mots qu'il utilisait, il parlait de faire des amendes honorables avec les personnes concernées en temps et lieu, quand ils seront prêts à le recevoir. Tu sais, je voyais ça, puis je suis familière avec le processus. Donc, je me disais, tu sais, j'appuyais ça, mais moi, mon like, il veut pas dire ça dans l'espace public. Mon like, en tant que féministe, c'est comme si j'excuse tous les comportements d'abus qu'il a commis, puis ça veut pas dire, tu sais. Fait que là, moi qui avait insufflé toute cette signification-là à mon like, ben non, ça prend plus d'explications que ça. Est-ce que tu as dû t'expliquer à mais je l'explique dans mon livre. C'est ça. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont écrit pour me dire « Hey, t'as-tu vraiment liké le statut de Julien Lacroix? Est-ce que tu l'appuies? C'est une erreur? » C'est ça, a dû glisser. Tu sais. Là, j'ai fait comme « Ah, j'avoue que c'est plus complexe que ça. » J'ai retiré mon like, puis j'ai pris comme un moment de réflexion aussi, puis j'étais pas capable d'expliquer. Tu sais, c'est un peu du peer pressure, là. Tu sais, c'est un peu genre, je retire mon like sous la pression des pairs qui me critiquent. L'as-tu gardé ou tu l'as enlevé? Je l'ai enlevé. Ah, OK. Je l'ai enlevé, mon like. Mais dans l'essai, comprenant qu'il était mal interprété. Oui, c'est ça. Puis ce que ça envoyait comme message. Ouais. Mais là, je l'explique à la fin de mon livre. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi j'avais appuyé Julien à ce moment-là? Puis pourquoi j'ai retiré... C'est un peu gênant d'admettre que j'ai retiré mon like sur la pression des pairs. Mais en tout cas, après ça, c'est ridicule en même temps. Hein? Toute l'attention... Ben oui, toute l'attention qu'on peut donner à ce petit cœur qu'on distribue. Puis sans explication. Puis t'as raison que le spectre est large dans la signification que ça peut avoir. Avec... en fait, tu sais... tu le dis toi-même, féministe, tu as été militante pour toutes sortes d'enjeux, particulièrement ce qui touche aux minorités sexuelles, minorités de genre, de diversité, toutes sortes. Est-ce que la Judith, il y a 5 ans, mettons, aurait été capable d'écrire ce livre-là avec autant de nuances ou de... Parce que tu es vraiment, je te trouve posée et réfléchie. Ben, je pense que... La Judith de 5 ans, elle a écrit « On peut plus rien dire ouais. ». Puis c'est sûr que ça fait partie d'un processus. Ouais. C'est sûr que je suis vraiment moins radicale. Pas moins radicale, parce que pour moi, radical, souvent, c'est un mot qui est mal compris. Ouais. Ça veut dire aller à la racine des choses. Puis comme féministe, c'est quand même quelque chose que je trouve important. Je trouve important de questionner la socialisation genrée dans laquelle on évolue. Puis, c'est pas pour rien qu'il y a du sexisme, parce qu'on grandit dans des environnements qui nous rendent sexistes. Puis ça, je pense que c'est important de le remettre en question constamment. Ouais. Ne serait-ce que dans notre façon d'élever les enfants ou de les messages publicitaires. Les garçons grandissent avec des petites autos et les filles avec des poupées. Notamment. Mais je pense que la Judith militante d'il y a 5 ans était beaucoup plus intransigeante. Ouais. Je pense qu'avec l'expérience puis avec le fait d'avoir été soit mal comprise moi-même ou je pense que puis l'empathie puis
côtoyer des gens de différents horizons, ça t'amène à voir que, ben, tu sais, on part pas toute la même place. Tu sais, souvent, les militants, je trouve, puis ça, j'en parlais déjà dans On peut plus rien dire, puis je reviens là-dessus dans Annuler aussi, tu sais, les militants, on a un peu tendance à prendre pour acquis que les gens sont tous rendus à la même place que nous dans leur réflexion, alors que, tu sais, souvent, on a développé une expertise. Je te donne un exemple pointu, mettons, les enjeux trans, tu sais, ou non-binaires. Tu sais, ça se peut que toi, tu sois vraiment confus dans les nouveaux pronoms, les différents enjeux. Puis, oui, c'est comment appeler les personnes trans, de quelle façon, quel bon mot utiliser. Moi, j'ai bien plus d'expertise par rapport à ça parce que c'est mon milieu. Sans être comme moi-même une personne trans, je suis quand même plus près de leur réalité. J'en connais beaucoup, tu sais. Donc, c'est normal que moi, j'ai plus de connaissances par rapport à ça. Je peux pas prendre pour acquis que toi, tu maîtrises toute la patente, tu sais. Faut que j'aille un peu d'empathie envers toi, qui est moins familier, c'est sûr. Cette expérience-là pour le comprendre. Puis c'est vrai que vu de l'extérieur, puis encore une fois, il y en a qui militent où on dirait qu'il n'y a pas de place à discussion ou à apprentissage, tu sais, ou si t'es pas déjà rendu là, t'es un imbécile. Puis là, des fois, c'est ça. Alors que... On n'a jamais convaincu personne en le traitant d'épais, tu sais. Mais tu le mentionnes aussi dans Annuler, tu sais, où tu déplores par moment, justement, la cancel culture, de faire comme, hey, on a perdu l'opportunité d'avoir une discussion intéressante qui aurait pu faire, tu sais, comme on a voulu vengeance, on a voulu qu'il y ait une conséquence à un geste qui est normal en soi. Mais on a perdu une belle opportunité de peut-être faire avancer les choses pour de vrai. Parce que de barrer quelqu'un, OK, cette personne-là ne recommencera pas, ou il y a des bonnes chances qu'elle ne recommence pas, ça fait peur à ceux qui agissent pareil, de se dire comme OK, watchez-vous, il faut changer. Mais c'est pas là que le changement opère tant que ça. Non, puis un bon exemple de ça, c'est, tu sais, la recrue du Canadien, Logan Mailloux. Tu sais, c'est l'humoriste Louis T qui faisait remarquer que, tu sais, la raison pour laquelle Logan Mailloux il a envoyé des photos de sa partenaire, des photos sexuellement explicites de sa partenaire sans son consentement à ses chums de gars, c'est parce qu'il savait qu'en faisant ça, il y aurait l'approbation de ses chums de gars. C'est parce qu'il sait que dans la culture au sein de laquelle il évolue, c'est accepté. Donc, là, on est en train de pointer du doigt ce petit gars-là, de dire que lui, c'est la le pomme prix pour pourrie. La culture. Oui, alors qu'on n'est pas en train de s'attaquer à qu'est-ce qui fait que dans certaines cultures, puis là, je veux pas pointer du doigt nécessairement juste le hockey, mais dans tu peux y aller dans le sport, même si c'est un sportif. Devant ça me dérange pas. Mais dans certains domaines, il y a cette idée-là que, hey, entre bros, c'est cool, on va partager. Mais si ses amis, ils avaient dit, hey, voyons, t'es bien cave, pourquoi tu nous envoies ça? C'est bien pas cool pour la fille. Ben, il aurait jamais fait ça. Il a fait ça parce qu'il sentait qu'il allait se faire apprécier de cette façon-là. 100%. Puis je pense que le monde du sport... mais dernièrement, j'ai été vraiment agréablement surpris de voir, je vais parler du foot, mais tu sais, Carl Nassib, qui est un des rares joueurs de foot ouvertement homosexuel, qui joue pour les Raiders, qui a été endossé. Et tu sais, on y a envoyé plein de love à travers la ligue, à travers toutes les ligues sportives. Ce qui n'était pas le cas il y a une couple d'années pour un gars des Alouettes, Michael Sam. Michael Sam avait annoncé son homosexualité avant le draft de la NFL. Ça avait fait jaser. Il y a quelque chose de... Mais je pense que c'est arrivé, quoi, il y a 7-8 ans? 7-8 on ans n'était pas prêts. Je pense que ça attirait... C'était encore tellement spécial que ça attirait l'attention d'une manière que... Négative. Puis dans le domaine du sport, on disait, c'est pas parce qu'on est homophobe, c'est parce qu'on veut pas ce genre de attirer l'attention. Mais tu sais, c'est sûr que ça va attirer ce genre d'attention-là. Puis tu y penses, de toute façon... Tu sais, j'ai joué 19 ans au foot, là. J'ai eu des centaines, si c'est pas quasiment des milliers de coéquipiers depuis secondaire 1 au collège Jean-Eudes jusqu'à Coupe Grey 2012. C'est évident que j'ai côtoyé des joueurs homosexuels. Ben oui. Est-ce que je serais capable de te dire un qui l'a admis? Aucun. 0-0. C'était pas... Les gens n'étaient pas willing de le faire. Puis Michael Sam a payé le prix. En même temps, je pense pas que performance sur le terrain, wise, on peut comparer Michael Sam et Carl Nassib. Mais l'autre chose aussi, il y a une question de timing. Est-ce que tout ça était calculé? Tu sais, Carl Nassib l'a annoncé une fois qu'il avait déjà commencé à performer. Fait qu'il devient... Fais tes preuves après ça, tu c'est nous comme, diras. c'est ça, c'est fucké. Ça devrait pas en venir à ça. Non, mais ça prend dans n'importe quel mouvement pour les droits ou la justice, ça prend des gens comme ça qui défoncent des portes
pas de manière, tu sais, que dans Au un risque contexte de où leur c'est pas carrière, parfait, tu sais. mais tu sais, je veux dire, c'est comme... tu sais, quand j'ai fait la bio de Lisa Frula, tu sais, il y a des choses qu'elle a fait pour faire partie du Boys Club que nous, notre génération de femmes, on fait pas, tu sais. On n'accepte pas des commentaires de mon oncle, on n'accepte pas. Mais dans son temps, à elle, c'était ça qu'il fallait, tu sais, il fallait être one of the boys pour pouvoir avoir un pied dans la porte, ça. pour ensuite pouvoir changer les Puis choses. après ça, ben, cette génération de femmes-là a donné des exemples de ça pouvait être quoi des femmes en politique. Ouais. Puis nous, on a regardé ces exemples-là, puis on a amené ça ailleurs. Fait que ça prend des Carl Nassib qui ont calculé le coût de faire leur coming out avant ou après avoir été repêchés, puis qui se sont dit « Ah, ça serait peut-être mieux après quand j'aurais fait mes preuves », qui font en sorte que, ben après ça, il va y en avoir des juniors qui vont révéler leur orientation sexuelle avant d'être repêchés, puis ça sera plus un enjeu. Mais ça prend ces étapes-là. Ça prend ça, mais Caroline, que c'est lourd quand même, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les commentaires sur une publication. Puis ça, c'est règle générale, chose à ne pas faire là, dans toutes sortes de... Je veux dire, j'ai beau lire TVA Nouvelles puis lire le Journal de Montréal, c'est pas dans les commentaires Facebook de ces deux plateformes-là que le QI est le plus élevé. Là. Puis c'était terrible. Puis t'en as, je pense, qui sont des blagues maladroites. T'en as qui sont juste clairement de la haine. Tout de ton côté, t'as écrit pour Urbania pendant des années où t'étais peut-être un petit peu plus intransigeante, justement. Puis à un moment donné, il a fallu que tu prennes un break. Ouais, quand j'étais... j'ai fait plusieurs années au blog d'Urbania, puis après ça, au Journal Métro. Puis à un moment donné, je pense que c'est un mélange de plein d'affaires. Je pense que j'étais en dépression. Mais aussi, les commentaires... C'est ça. J'avais de la difficulté. Puis je pense même pas que c'est les commentaires. À ce moment-là, je nommais les trolls comme étant vraiment la source de mon épuisement. Puis les trolls, tu sais, souvent, c'est genre... on identifie comme trolls des gens qui t'insultent vraiment de manière frontale. Qui sont cachés derrière un pseudonyme. Puis qui vont te traiter de grosse lesbienne conne ou de, tu sais, des mots vraiment violents, tu sais. Mais moi, souvent, ces gens-là, quand je regardais leur background, souvent... les insultes vraiment homophobes ou vraiment sexistes que je recevais, souvent, ça venait de personnes vraiment pas outillées dans la vie, peut-être même des gens avec des déficiences intellectuelles ou des gens qui avaient de véritables difficultés ça relativise tout ça, tu sais. Mais je pense que ce que je trouvais le plus difficile, c'est des fois de ressentir du sexisme ordinaire de la part de gens de mon milieu. Je pense que c'est ça qui était le plus rochant. Pas de sexisme ordinaire, mais tu sais, j'étais tellement caricaturée comme la féministe, radicale, intransigeante par des gens de mon milieu qui se disent... Connaissent. Oui, puis qui se prétendent progressistes, féministes, mais que genre moi... Féministes, mais genre moi, c'est trop. T'sais. C'est comme si... pour moi, c'était plus difficile le sentiment que j'avais d'être rejetée par mon milieu que de me faire traiter de... Par quelqu'un que tu connais. Ouais, c'est ça. Puis tu l'as géré comment? Beaucoup de thérapie, Étienne. Pour de vrai, dans les dernières années, en thérapie, j'ai vraiment appris à pas vivre dans le regard des autres. Puis je pense que c'est quelque chose qui est difficile quand tu... pour n'importe qui qui commence à avoir une vie publique, que ce soit une grosse notoriété ou une petite notoriété, je pense que dès que tu commences à être connu un peu, tu réfléchis à comment tu es perçu. Tu veux être aimé. Tu veux pas être rejeté. Ça fait partie du gagne-pain, veux pas. Puis on est dans des métiers où on est tout le temps choisi ou pas choisi. Puis c'est difficile. Puis ça, j'ai appris à pas le prendre personnel. Tu sais, moi, j'en choisis, puis j'en choisis pas des gens, mettons, pour mon podcast. Puis quand je le vois de cette façon-là, je suis comme, la personne que j'ai pas choisie, c'est pas parce que je l'aime pas, ou c'est pas parce que, c'est juste comme, aujourd'hui, c'est pas ça, mais comme demain, je vais peut-être te choisir, puis ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que j'ai réussi à relativiser. Puis je pense que j'ai vraiment débloqué récemment parce que je suis allée sur un show. Puis les recherchistes m'ont dit, tu sais, nous, on est super contente que tu sois là, mais ça se peut qu'il y ait des questions un peu touchées parce que, genre, notre productrice, elle voulait te challenger parce qu'elle est un petit peu, elle s'en rend pas compte, mais elle est un petit peu, genre, misogyne. Puis là, j'étais comme, tu sais. Puis qui dit, les filles me disaient, tu sais, genre, c'est pour ça que, genre, t'es jamais invitée à ces shows. Puis j'étais comme,
tant pis pour elle. Ouais, c'est ça. Puis en leur disant ça aux recherchistes, en leur disant « Hey, too bad for her », elle se prive de ma présence, elle se prive de toutes mes qualités qui font de moi que je suis une personne cool à inviter. D'où la conversation pourrait aller aussi, comme tu serais peut-être surprise. Oui, exactement. Puis genre, à ce moment-là, comme genre, le stress est sorti de mon corps et la paix est entrée. Ah ouais? C'est comme, j'aime l'image. Physiquement, je me suis sentie comme différente. Je me suis sentie comme vraiment plus tributaire du regard des autres. Mais ça, ce calme-là, tu trouves pas qu'il vient avec pas avec l'âge, là, parce qu'on n'est pas vieux, là, mais tu sais, avec l'expérience, mettons, avec des fois la fatigue aussi, tu sais. Ben oui, puis mais je pense avec l'âge, tu sais, je pense que dans ta vingtaine, mettons, t'es vraiment comme ta naïveté, t'as l'assurance de ta naïveté. Ouais. Tu connais rien, fait que t'as full confiance en toi, t'as pas encore vécu d'échecs, comme tu t'es pas fait ramasser. Fin vingtaine, début de trentaine, là, comme t'as vécu des échecs qui ont remis en question toute ta belle naïveté puis ta belle assurance, t'es vraiment comme, tu rushes à prendre ta place. T'as pas encore l'expérience de la quarantaine, tu sais, genre. Mais je trouve qu'avec, tu sais, moi j'ai 38 ans, je vais avoir bientôt 39, puis je trouve vraiment que en arrive, tu sais, je me dirige vers la quarantaine en me disant hey, j'ai vraiment appris quelque chose de mes expériences de vie. Puis là, je suis moins impressionnée par les défis qui se présentent à moi. Je suis plus calme. J'ai plus envie de... je suis bien plus relax, sérieusement. Là, j'étais un peu à la même place. Puis la raison pourquoi je disais la fatigue, je là-dedans, en tout cas dans mon cas, avec la radio le matin, tu le sais, là, tu l'as fait pendant 6 mois, là, c'est drainant. Fait que la gestion de mon énergie est importante. Fait que tu la mets aux bonnes places. Je vais-tu pogner les nerfs parce que j'ai lu un premier paragraphe d'un article où je vais juste soit passer à autre chose ou soit à prendre le temps d'avoir toutes les informations avant de me prononcer. Mais ce qui me revient beaucoup, en tout cas, à travers la lecture d'Annulé, puis ce que j'entends, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficieraient de juste avoir une conversation avec d'autres personnes, tu sais. Mais tout le monde veut ça. Tu sais, Guy Nantel, qui vient de faire paraître un livre qui est à peu près tout le contraire de ce que moi je dis dans mon livre, il dit qu'il voudrait avoir des conversations. Mais c'est difficile. C'est difficile de parler avec quelqu'un avec qui tu es diamétralement en désaccord. Tu sais, c'est pas évident. C'est un gros défi. Puis ça prend aussi, tu sais, de l'ouverture. Puis c'est pas vrai qu'on est à armes égales nécessairement, tu sais. Être en désaccord, c'est une chose. Tu sais, si t'es en désaccord, c'est que tu as quand même une certaine compréhension d'un sujet ou assez pour avoir une opinion qui est arrêtée. Mais mettons, je vais te donner un exemple super clair. Tu peux être en désaccord avec quelqu'un qui est raciste, mais c'est pas égal-égal. Je veux dire, le racisme... Mettons quelqu'un qui serait vraiment raciste, là, genre, il y a des croix gammées de tatouées sur le chest, là. Ben, tu peux pas argumenter tant que ça avec quelqu'un qui est dans ces positions-là, qui déshumanise certaines personnes, tu sais. Fait que tout le monde, on veut pouvoir discuter puis comprendre les positions des autres, mais c'est sûr qu'il y a des affaires qui nous apparaissent dans certains cas pas acceptables, tu sais. Mais, fait que c'est complexe, tu sais. Mais ça prend de la volonté. À du monde comme moi qui sont... qui sont un peu naïfs ou qui sont dans l'incompréhension. Par exemple, mettons les enjeux avec les personnes trans. Moi, je pense, s'il y a une valeur qu'on inculque à nos enfants ici, mais moi, c'est le respect de tout le monde. Que tu me ressembles, que tu ressembles à quelqu'un d'autre, que tu aies une autre vision des choses, on respecte. Fait que moi, il y a quelques années, tu es un homme, mais tu as l'impression que tu es une femme, puis tu fais le changement ou pas. Good for you. Mais je le comprenais pas tant. Jusqu'à ce que je tourne une émission qui s'appelait Lien rompu, qui était une émission... je ne vais pas dire que c'était pas une bonne émission, mais le concept était... par exemple. Mais c'était des gens qui avaient eu des difficultés avec un membre de leur famille. Un lien rompu avec un membre de la famille ou un ami, puis tu voulais reprendre contact, puis au lieu de faire ce que la plupart des gens font dans ce temps-là, c'est de prendre le téléphone puis de l'appeler, ben, il appelait Étienne, c'est ça, tu sais, qui est comme zéro équipé pour faire ça. Ceci dit, on a eu du fun, puis ça faisait des conversations intéressantes, mais il y a eu une situation où c'était une femme trans, un homme qui est devenu femme, qui expliquait les enjeux avec la famille, puis qu'elle se sentait très, très jugée. Continuait de l'appeler par les pronoms anciens il, pronoms, son nom d'homme. Puis elle était vraiment blessée puis choquée. Ce que je comprenais en lui parlant. Puis ensuite de ça, j'étais allé à la rencontre de son frère, de son père, qui, eux,
je trouvais, ultra respectueux aussi. C'était Ouais. comme, le processus est arrivé tellement vite. Nous, on n'a C'est pas fait comme le si- cheminement Ben pour non, en elle, arriver pendant là. 5 ans, elle a eu de la misère Ouais. avec ça. Elle est arrivée et elle a dit, tu sais, c'est ça aujourd'hui. Puis là, du jour au lendemain, nous autres, il faut qu'on change des habitudes. Puis je pense que ça a bien fini, cette histoire-là. En tout cas, à tout le moins, du peu de temps que j'ai été impliqué. Puis c'est de là mon point. Puis même pour moi, ça a été bénéfique de faire comme, OK, j'entends un angle que je comprenais pas. Fait que quand... Il y a peut-être une pression des fois qu'on ressent ou qu'on se met nous-mêmes de comprendre, d'avoir une opinion tout de suite sur quelque chose qui est très, très complexe. Tu sais. Ben oui. Mais je pense que ton livre Puis de se challenge positionner ça, rapidement, alors que, ben, tu sais, l'idéal, dans le fond, c'est d'essayer de comprendre toutes les positions, puis de ne pas se camper nécessairement. En tout cas, je dis juste que, tu sais, souvent on a la volonté, puis des fois, c'est pas évident. Puis moi, j'ai de l'empathie aussi pour ceux qui n'y arrivent pas. Tu sais. C'est comme... Ouais. C'est pas... Ça, t'as raison que des ça fois, le se monde peut- n'est pas équipé pour Ouais, le c'est comprendre. Tu sais, on n'a pas tous le même bagage. On n'a pas tous... tu sais, je pense à... J'ai des parents qui sont super ouverts d'esprit. Mais des parents n'ont pas fait de sport du tout. Moi, j'ai baigné dans le sport, fait que j'avais de ce côté-là toute la culture le volet de travail d'équipe, dépassement de soi. Ma mère était comédienne au départ, fait que, tu sais, tout le volet culturel. Puis je suis chanceux d'avoir eu j'ai grandi dans un Ils quartier... t'ont accepté même si tu étais un sportif. Oui, c'est ça, je suis pas mal, je suis chanceux. Mais puis j'ai grandi dans un quartier qui était ultra multiculturel, puis je réalise à quel point c'est riche. Tu sais, d'apprendre sur la culture des autres, puis les différences, à quel point c'est le fun. Ouais. Mais quelqu'un qui a grandi, bon, c'est peut-être cliché, là, mais tu sais, dans une région, dans mettons, qui est très région, homogène. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux comprendre que tu arrives à Montréal ou que tu arrives à quelque part, tu fasses comme wow, t'es déstabilisé, puis tu comprends pas. Ben oui. Mais il y a les enjeux de santé mentaux me touchent beaucoup. Puis je sais à quel point, quand tu portes toi-même des enjeux, quand tu... Je veux pas dire milite, parce que milite, ça aussi, je trouve que c'est rendu avec une connotation négative, mais quand tu défends des droits, quand tu prends le temps d'essayer d'expliquer à des gens tes positions pour améliorer les choses, ça peut devenir lourd en tabarouette. Y a-tu des moments où tu fais comme « Hey, là, j'ai besoin d'un break ». Ben, pas en ce moment. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans prendre mon envol. Tu sais. Ouais. En ce moment, je suis vraiment en train de m'émanciper dans tous les domaines de ma vie. Mais oui, quand j'ai fait ma dépression, j'étais à bout de tous les enjeux que je défendais. J'avais même plus le goût de les défendre. J'y croyais même plus. J'étais fâchée à la fois contre la société qui évoluait pas assez vite à mon goût et contre l'intransigeance de certains militants qui étaient super sévères envers moi aussi parce que j'étais pas assez radicale à leur goût, étant donné que, tu sais, moi, je veux dire, j'ai une position privilégiée dans le système médiatique par rapport à, tu sais, j'ai pas tant de visibilité, mais j'en ai plus que bien des personnes qui sont marginalisées, tu sais. Fait qu'on m'impute une responsabilité, c'est fait que des fois, j'étais comme un peu genre à bout d'être entre toujours vouloir comme bien présenter les enjeux, que ce soit les enjeux des minorités sexuelles et des gens que c'est super touché, et être aussi accepté par le grand public. Puis, tu sais, c'est un peu quelque chose que j'ai vécu à la radio avec vous, tu sais. Mettons... tu sais, je sais, Mélanie Ménard, elle aimait ça quand je parlais d'enjeux sociaux ou de féminisme puis que je l'éclairais sur certaines choses, mais je sais que ça faisait un peu chier les patrons, tu sais. Pas que ça... Tu sais, mais on me le disait, tu sais, comme, ça, c'est peut-être un petit peu trop militant ou trop intello ou trop féministe ou trop... Fait que, tu sais, alors moi, que toi, tu veux juste être toi-même. Oui, c'est ça, tu sais, puis ça a été vraiment c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la radio le matin, même si j'adorais votre gang, ça a vraiment été des beaux liens qu'on crée là, dans ce contexte-là, ça n'a pas d'allure, là, comme je le dis. On se réveille ensemble à 3h30 du matin à tous les jours. Là, c'est un genre de lien qu'on perdra jamais, là, on aura toujours partagé ça. Mais sur le plan personnel, professionnel, j'étais pas... Tu sais, je sentais que je pouvais pas aller au bout de qui j'étais, puis être vraiment moi-même, puis être vraiment à l'aise dans... Puis tu avais aussi comme idée que tu étais capable de décaler ton sommeil d'une couple d'heures. Puis ensuite de ça, arriver à la maison à 9h30 pour faire comme moi, j'ai toute la journée pour écrire. Oui, c'est ça. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Ben oui, non, c'est ça. Quand tu finis ton chiffre de radio, t'es brûlé. Ah ouais. Tu veux... tu n'as plus vraiment d'énergie pour faire autre chose. Ouais. Peut-être une petite heure de podcast. Là, oui, c'est ça. C'est ça, mais sinon, aïe, tu sais, bye-bye les autres projets. Je vais revenir au niveau des réseaux sociaux, tu sais... ça prend de plus en plus de place dans nos vies. Tu le disais un petit peu plus tôt, on commence à comprendre à quel point ça a un impact. Mais il y a encore beaucoup de flou par rapport à la suite. Je sais que tu peux pas
te projeter dans le futur puis savoir, mais t'as l'impression qu'on s'en va vers quoi? Parce que je trouve ça, je t'avoue que, tu sais, Twitter, j'y vais de moins en moins. Parce que Twitter, je trouve que c'est très, très... en tout cas, dans mon cas, il y a beaucoup, beaucoup de haine, il y a beaucoup de trolls. Facebook aussi, je commence à avoir de plus en plus. C'est de moins en moins, ça nous parle de moins en moins, là, j'ai l'impression, de notre génération. Puis Instagram demeure, on dirait, le réseau social de choix pour moi parce que c'est comme tu publies une vidéo, une photo. C'est personnel. C'est comme moins commenter et répondre. Ouais. C'est moins la priorité, on dirait, de ce réseau-là. Mais tu as l'impression qu'on se dirige vers où, tu sais, au niveau de la division sur les réseaux sociaux ou pas? Moi, je souhaite qu'il y ait un apprentissage au sujet des réseaux sociaux. Tu sais, les jeunes sont, je trouve, mieux outillés que nous puis nos parents. Sur les réseaux sociaux. Ils sont vraiment très au courant de ce que peut constituer du harcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais, okay. Ils sont vraiment plus familiers avec tout ce qui est intimidation, tout ce qui est... Tu sais, genre, ils vont pas poster une vidéo d'eux sur les réseaux sociaux à la légère. Ils savent que ça peut se retourner contre eux. Ils savent que ça peut être quoi les conséquences. Ouais. Ils savent que quand ils consomment des TikTok ou des photos sur Instagram, que c'est pas la réalité. Ils savent que les photos sont travaillées ou qui sont... je trouve que nos parents sont... Puis je veux pas faire d'agisme, mais ils ont pas grandi dans cette culture-là. Fait que des fois, ils sont un petit peu plus... Ils savent pas que quand ils commentent la coupe de cheveux de Penelope McQuaid, ben Penelope, elle lit. Ça se rend à elle. C'est pas comme... tu sais, eux... Puis peut-être même, là, je vise plus la génération de nos grands-parents, mais tu sais, ils envoyaient des denrées à Donalda parce qu'elle faisait pitié. Le personnage de la télévision, tu sais, on part de là, tu sais. Ouais. Puis là, on leur a dit, non, les gens dans la télé, c'est pas vrai. Puis là, on leur dit, ben là, les gens dans la télé, c'est vrai, là, quand vous leur écrivez, c'est ça, vous les touchez personnellement, tu sais, c'est pas le fun, tu sais. Fait eux, ils ont l'impression que c'est pas réel, tu sais, c'est pas la vraie vie. Puis là, tu sais, on est tous... On peut tous tomber là-dedans, tu sais. On peut... Tu sais, je pense que les réseaux sociaux créent à la fois une proximité, parce qu'on a l'impression qu'on peut être proche de nos vedettes, mettons, mais créent aussi une distance, parce que vu qu'on n'est pas face à face, il y a plein de choses qu'on dirait jamais en face à quelqu'un, mais que sur les réseaux sociaux, on se sent à l'aise de le critiquer, mettons, avec virulence et arrogance et blablabla. Tu sais, mais je pense qu'avec l'expérience... Tu sais, comme je le dis souvent, ça fait juste 10 ans à peu près que c'est dans nos vies, vraiment, tu sais. Fait qu'on a à peu près 10 ans de maturité par rapport à ça. J'ai l'impression que dans 20 ans... On va être ailleurs. On va être ailleurs. Cela dit, ben là, dans 20 ans, il va y avoir d'autres sortes de réseaux sociaux, d'autres sortes de plateformes. Là, ça va être virtuel là, avec Meta, je sais pas trop. Fait que, tu sais, je sais pas, là, mais... Mais je suis content d'entendre que tu trouves que la génération plus jeune le gère bien. Je t'avoue que nous autres, tu sais, c'est un... Eden, mon beau-fils, a 13 ans. Actif sur Instagram. Il était sur Snapchat. On a décidé que Snapchat ne faisait pas partie du réseau social sur lequel on voulait qu'il soit parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux de sexualité puis d'haine aussi, là, puis de violence verbale là-dessus. Mais ceci étant dit, j'essaie toujours d'y rappeler que tout ce que tu écris dans les systèmes de messagerie, ce qui est écrit reste. Ouais. Plus que jamais, là, ce qu'on écrit maintenant. Je pense, entre autres, c'est niaiseux, mais il y a une situation qui s'est passée dans la NFL il y a à peu près 2-3 semaines. C'est John Gruden, qui est un entraîneur-chef réputé. Il a gagné des Super Bowls. C'était rendu l'entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas. Des courriels de genre 2002-2003 qui sont ressortis, où il insulte avec des propos borderline racistes des dirigeants de la NFL. Puis là, barré, congédié, banni. Puis là, tu te questionnes à savoir, OK, tout ce que j'ai écrit depuis, j'ai 38 ans, dans des courriels, peuvent être sortis avec les valeurs de 2021. Ouais. C'est touché, tu sais. Puis je pense, entre autres, à des group chats sur Facebook où, tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai des amis de toutes les cultures. Puis on a un group chat, on s'appelle le jaune, il est vietnamien, le noir et le blanc. Puis... On s'insulte, puis tu sais, c'est niaiseux, là, puis j'ai fait des jokes de petits pénis, puis lui, il m'envoie des affaires qui insultent les Blancs. Puis c'est tellement cave. Mais on se fait rire, tu sais. Puis vous êtes ensemble là-dedans, vous êtes dans la... Sauf qu'un jour, tu sors ça hors contexte, tu mets ça ailleurs, puis là, Étienne est cancel. Ben, c'est ça. mais ceci étant dit, mon point, c'est que je trouve ça tough en tant que papa, puis beau-papa,
d'essayer de les aider à naviguer là-dedans, mais en même temps, tu as raison, nous autres, tu sais, moi, comme toi, QV 1983, on est comme la dernière génération qui a un pied d'un bord et un pied de l'autre bord. Tu sais, on comprend très bien les réseaux. Que, genre, nous, on n'a pas vécu notre... Moi, j'ai eu mon premier courriel, genre, à 18 ans, là. Moi, mon premier téléphone cellulaire, c'était un flip phone. Ouais. Puis j'étais à l'université. Ouais. Fait que, puis c'est quand même fou de penser que, hey, si je voulais chercher mes amis, puis je les trouvais pas, fallait ensuite de ça que je trouve un téléphone public. Ouais. Que je mette... Avant, c'était 25 cents. Dans ce temps, c'est rendu 50, je pense. On se donnait rendez-vous à Pocaberry. Parce que il n'y a pas de possibilité de genre quand t'es rendu. Trouver tes amis, c'était où étaient parqués les vélos, mais t'as raison dans le fond parce qu'Eden il a grandi avec un téléphone et le meilleur point que t'as fait, je trouve, c'est qu'il voit que les photos sont retouchées parce qu'il est capable de le faire lui avec. Ben oui. Fait que tu sais, il y a peut-être une compréhension que c'est pas totalement la réalité. Après ça, c'est pas, tu sais, cette génération-là, c'est pas parfait non plus. Il faut les accompagner quand même. Mais je pense que moi j'ai plus d'espoir envers eux qu'envers les générations avant ils nous. traînent moins de bagages aussi, de patterns à désancrer. Oui, peut-être. Mais ils comprennent mieux les conséquences, en tout cas, parce qu'ils les ont vécues. Ils ont vécu de l'intimidation sur les... T'sais, nous, on a vécu de l'intimidation dans la rue en se rendant à l'école. Eux, ils l'ont vécu sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est raide, non? Fait qu'ils savent que les conséquences sont réelles. Mais tout le monde commence à... Tu sais, je regarde, je suis très, très proche de la maison Jean-Lapointe puis de certains centres de thérapie. On commence à vraiment... pas juste on commence, il y a certains centres qui ont des programmes au niveau de la dépendance des téléphones. Au-delà de tout ça, je pense que la plupart des écoles secondaires, à tout le moins maintenant, ont des programmes de... Ben, font un travail avec au niveau ouais, c'est ça, comment être sur le web de façon sécuritaire, comment bien se comporter. Champagne, sa fondation Ciel, c'est hot aussi. Moi, je trouve ça cool, des initiatives comme ça. Je pense que c'est nécessaire. Oui, pour comment bien te comporter puis être bien aussi avec les réseaux sociaux. Reste que ça demeure quelque chose qui est toujours très, très tentant. Puis c'est niaiseux, mais les journées où, comme aujourd'hui, c'est une journée super occupée pour moi parce que j'avais la radio ce matin, je suis revenu rapidement, manger un peu, essayer de faire un petit power nap pour être en forme, pour pas trop mâcher mes mots avec Judith. Je fais le podcast avec toi. Ce qui fait que quand on va avoir fini tantôt, je vais checker mon téléphone pratiquement pour la première fois de la journée, puis je me sens bien. Ah, c'est bon ça. Ben, tu te souviens, récemment, il y a eu une panne Facebook, Instagram, là. J'étais, tu sais, comme tout le temps un chien au bout de sa laisse. J'essayais de regarder mon téléphone. Ah non, c'est vrai, il y a la panne. C'est fou, hein? Puis je mesurais à quel point il y avait un réflexe malsain de checker mon téléphone aux 5 minutes. Là. Pour de vrai, je suis dégueulasse de dépendance envers mon téléphone. Puis pour des niaiseries, on le sait que quand tu reçois un like, c'est comme ça que le like a été inventé. Là. Ça envoie de la dopamine à ton cerveau. Fait que, tu sais, toi puis moi, qu'on a un petit enjeu de dépendance, oublie ça, là. Tu sais, c'est comme... Je le sais que si je regarde mon téléphone puis qu'il y a tu sais, j'ai des stimulations, peu importe, c'est des likes ou des commentaires ou whatever, ça va comme... Fait que je suis dépendante. J'aimerais ça me désintoxiquer. C'est comme la même espèce de psychologie derrière ceux qui font des machines à sous. Oui. Tu sais, t'es au casino, t'as des machines à sous, t'as le petit ding-ding, tout ça, ça te donne envie de rester. La musique, Puis les réseaux sociaux sont bâtis. Ben, il y a un super documentaire sur Netflix. Là, on l'a vu l'année passée pour Mirror, la radio. Là, Smoking Mirror, je sais pas trop quoi. Comment c'est... Tu peux-tu checker, Marc-Antoine, comment ça s'appelle mais je me souviens qu'on l'avait vu pour l'émission de radio à Week-end, puis ça nous avait déprimé. Facebook, je vais te le trouver, ça va me gosser. Non. Mais quasiment. C'est quasiment Black Mirror, c'est comme... Je l'ai pas. Mais derrière votre écran de fumée. Oui, c'est ça. En français. Je ne l'ai pas en anglais, mais c'est fascinant. Puis là, tu comprends tous les patterns de... par exemple, en système de messagerie, tu m'envoies un message. Ouais. Puis là, je t'apprends répondre, ça t'envoie 3 petits points. Oui, parce qu'ils veulent pas que tu débarques. Que je reste. C'est ça. Que j'attende qu'Étienne il m'a répondu. Non, c'est fou. Fucké. Puis t'as beau le comprendre. Oui. Tu fais être un adulte, tu restes quand même. Oui. Mais toi, pendant la pandémie, tu t'es pas sauvé, mais t'as passé beaucoup de temps dans le bois, quand même, au chalet. Ça t'a-tu aidé justement à décrocher? Oui, quand même. Mais je pense que, tu sais, on était chanceuse d'avoir un chalet puis de pouvoir... d'être loin de la ville dans un contexte sanitaire inquiétant. Surtout, quand tu es en campagne, tu es vraiment loin de tout. Là, la seule affaire, on faisait notre épicerie, puis oui, tu sais. Mais en même temps, je peux pas dire que ça m'a désintoxiqué des réseaux sociaux parce que justement, au contraire, c'est ça. J'étais pas si dans le bois que ça. Là. On est à Sainte-Adèle. On a...
on s'en va dans le sud en famille avec les enfants, ma blonde, puis mes parents vont venir aussi. Wow. Puis je veux faire ce que je faisais il y a 15 ans, c'est-à-dire partir pas de téléphone. Hey, je te le souhaite. Il y a 15 ans, je le faisais parce que le Wi-Fi était tellement mauvais. Oui, c'est vrai, sur on le resort allait à que Cuba, tu faisais comme je perds du temps à essayer de gosser puis de me connecter. Alors que là, le Wi-Fi est extraordinaire partout sur le resort. Il faut que je tienne le coup. Ben, je te le souhaite parce que je pense vraiment que passer une semaine sans réseaux sociaux, ça fait du bien. Au pire, j'ai Marc-Antoine qui peut publier pendant que je suis parti. C'est ça, t'as ta petite bouée de sauvetage. C'est ça pour rester relevant. Ouais. Mais aussi, tu sais, c'est une je pense que ça te permettrait vraiment de te reposer le cerveau parce que c'est comme ton cerveau, il est comme toujours en état de stimulation et de stress aussi parce que des fois, il y a des... Tu sais, ça peut arriver, mettons, t'es relax chez toi un jeudi soir puis tu t'apprêtes à te coucher puis là, t'as quelque chose sur les réseaux sociaux que genre... Qui te dérange. Qui te pointe du doigt ou qui te dérange pour X raison puis ça te fait comme monter l'adrénaline comme à un mauvais moment puis t'es comme... Tu subis ça puis tu sais, moi, je suis de plus en plus consciente de mon stress là, quand je suis stressée. Hey man, c'est physique, là, le cœur qui débat, t'as chaud, t'as des petites sueurs. Voyons qu'on se fait subir ça. Des fois, c'est encore plus subtil que ça. Des fois, tu vas voir c'est n'importe quoi, mais une publication qui te déplaît. Ouais. Puis moi, j'arrête pas pour dire ceci me déplaît. Non, pas. C'est ça. Mais, dépendamment si t'es fragile ce soir-là, de ta fatigue, de ce que t'as traîné comme bagage dans la journée ou dans la semaine. Des fois, je vais me sentir mal. Puis là, une heure plus tard, je fais, pourquoi je me sens mal? Ah oui, c'est la publication niaiseuse. qui a rien à voir avec moi. Ben oui. Mais t'as raison, je pense que de décrocher. Puis j'ai l'impression que on part 10 jours, que les 2-3 premières journées vont être vraiment déstabilisantes, puis qu'après ça, je vais être bien. Ouais. Fait que jusqu'à ce que je vois Maïka gosser sur son sel, puis là, ça va me donner le goût. T'as toutes sortes de projets parce que j'ai beaucoup, je me suis beaucoup concentré sur Annulé parce que là, je suis rendu à moitié puis je le trouvais écœurant, mais là, ça me donne le goût de lire On peut plus rien dire parce que je sais que c'était pas la prémisse, mais c'était comme tome 1, ça c'est un peu comme tome 2, mais tu as mentionné ton podcast. Oui. Parle-moi un peu. Mais tu sais, moi, ça fait des années que je veux faire un... Mais je sais même pas par quoi commencer parce que, tu sais, quand on est dans le milieu des médias, on pitch des affaires. Puis, tu sais, moi, je me fais toujours dire « Ah, c'est intéressant, mais t'as-tu pensé que ça pourrait être tel angle ou, tu sais, il me semble que ce serait mieux si c'était animé par telle autre personne. » Je suis comme « Ben non, mais c'est moi qui te le pitch, tu sais, c'est moi qui aimerais l'animer. » Tu sais, avec puis le casting que j'ai, il est pas évident, puis les diffuseurs le comprennent pas nécessairement. Puis ça, au fil des années, ça m'a amené à douter de moi, à douter de mes capacités puis de mes idées, alors que en vérité, moi, je crois à mes affaires, je crois à mon projet. Je trouve que, j'avais envie d'avoir un espace de parole entre femmes où on a des discussions qui pourraient ressembler à quand on est entre amis puis qu'on prend un verre puis qu'on refait le monde, tu sais. Puis j'ai décidé de faire ça. Juste moi, avec, ça s'appelle Les Sorcières. Bon, c'est sûr que ça donne un peu une connotation, justement, on est dans les sorcières, c'est des femmes qui dérangent, par définition. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de réunir autour de mon micro. C'est en lien avec le Cabaret des Sorcières aussi. Le Cabaret des Sorcières, qui est un spectacle féministe que je produis depuis quelques années, puis qui prend de l'ampleur également, parce que j'ai reçu une subvention qui m'a permis de faire des captations audiovisuelles du cabaret. Mais ouais, puis là, maintenant, avant, je le faisais dans un petit café indépendant, vraiment, c'était très grunge, là, puis très... c'est ça, indie. Puis là, avec la pandémie, ça peut plus être dans ce petit café-là parce qu'on serait 15 dans le public. Là, j'ai loué le Lion d'Or. Puis là, on a fait ça devant un public de 150 personnes. C'est toujours sold out. Il y a comme un public pour ça parce que, tu sais, ma petite niche féministe, là, on n'est pas tant que ça à l'exploiter. Puis les grands diffuseurs trouvent ça trop niché, justement. Fait que, je vais la prendre, cette place-là, par moi-même, tu sais. Puis, là, t'es chef chez toi. Comme t'as pas personne qui te dit comment l'ajuster, tu y vas comme tu le sens. Là. Puis moi, l'image qui reflète comment je me sens, c'est que j'étais tannée d'essayer de faire fitter un carré dans un cercle. Puis là, j'ai l'impression que je fais mes affaires à ma façon. Allô, Roxane Bruno, je m'identifie bien gros. À ma manière. Oui, c'est ça. Mais puis ça fonctionne parce que c'est le secret d'un podcast qui est réussi, c'est l'authenticité, c'est d'être soi-même, c'est d'avoir une vision. Puis c'est tout ça que je réussis à mettre en œuvre dans mon podcast.
Puis, avec cette confiance-là que j'ai en moi puis en mon projet, ben, je me suis associée aux bonnes personnes pour comme, produire le meilleur son puis aller chercher des commandites. Puis là, je me suis associée avec une entreprise qui s'appelle The Brand is Female, qui est une entreprise qui propulse des podcasts anglophones, c'était anglophone jusqu'à maintenant, puis on est leur premier podcast francophone. Puis cette femme-là que je découvre, Eva Hartling, qui est derrière cette entreprise-là, ben elle croit en moi, tu sais. Puis je me sens comme... Je me sens soutenue, je me sens soutenue épaulée. sans dire quoi faire. Tu sais. Exactement, tu sais, dans le respect, dans genre, elle comprend ma vision, puis elle veut pas la changer parce qu'elle comprend assez bien la dynamique des podcasts pour savoir que pour que ça marche un podcast, il faut que ce soit authentique, faut que ça soit... Fait que je me sens... c'est ça. Puis avec elle, on va réussir à aller chercher du soutien financier, puis aller chercher des commanditaires comme toi avec Popeyes. Ben moi, ça va être plus peut-être du kombucha, des affaires plus mais Popeyes serait peut-être intéressé aussi. Hey, salut Popeyes, hey, pensez à nous pour... tu sais, c'est pas juste les douchebags comme Étienne Boulay qui veulent manger des prots. Non, mais... gros bras, non? Oui, c'est ça. Peut-être que Popeyes voudrait aller chercher une niche féministe, parler à ces filles-là, tu sais. Fait que, tu sais, ça me fait vraiment... Puis je pense que pour que cette femme-là croie en moi, pour que des gens comme elle, qui peuvent me soutenir dans mon projet, croient en moi, fallait d'abord que moi, je croie en moi. Eux autres, c'est la gang de production de Brand is Female? Eux, ils vont produire, ils m'aident à produire, puis ils m'aident à aller chercher des commandites. Ouais, OK, c'est comme... C'est tout le... Puis à diffuser, c'est ça. Puis à diffuser aussi, eux, ils ont des contacts avec Apple puis Spotify, puis ils connaissent mieux tu sais, c'est facile, diffuser un podcast, mais eux, ils connaissent les trucs pour être dans les top 5. Ça prend une stratégie quand même. Mais c'est drôle parce qu'on en parlait en dehors des ondes avant qu'on commence, puis il y a un besoin de podcast féminin. Il y en a peu. Tu regardes le portrait des podcasts au Québec ou au Canada, c'est principalement des gars. J'ai rien contre ça non plus, mais je pense vraiment que t'as une niche qui est un gars qui parle avec quelqu'un d'autre, puis tu sais, c'est cool. Moi, j'en écoute beaucoup, mais tu sais, j'arrête pas d'entendre des gens dire sur les réseaux sociaux, « Hey, avez-vous des podcasts intéressants? » C'est que même si ce marché-là, il nous semble saturé, justement, c'est un marché de niche. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'offre pour toutes les sortes de personnes. Fait que, on va peut-être aller chercher, je sais pas, 5 000, 10 000, 15 000 auditeurs, mais ces gens-là vont être fidèles. C'est sûr que ça sera pas les millions qu'on va chercher à la radio, à la télé. Ben, c'est encore drôle parce que tu peux aller au-delà du Québec, dans la francophonie, ça mène large. Puis des gens qui ont des... écoute, peut-être un mauvais parallèle, mais... comment il s'appelle? Notre gars qui fait du dirt bike, là. Ben Milo. Ben Milo, c'est un expert en motocross. OK. Puis lui, son fanbase, il ratisse partout sur la planète parce que les fans de motocross... Puis, et toi puis moi, le motocross, c'est moyen, je l'aime parce qu'il est fin, tu sais. Mais puis ce que j'aime aussi, puis ce que je pense qui peut être bon pour toi, c'est que au lieu des médias traditionnels, puis tu sais, j'ai un pied dans la porte avec Week-end dans les médias traditionnels, puis on en a besoin, puis j'adore ça, mais il n'y a pas de format. Donc, toi qui peux avoir des fois une opinion peut-être plus arrêtée sur un sujet, à la limite, tu peux te tromper même dans un podcast puis aller dire quelque chose qui n'a pas de maudit bon sens, puis après ça, tu sais, te rétracter ou amener une nuance pour dire, je le dis à cause de telle affaire. Ce que tu peux pas te permettre quand t'as une émission de télé puis t'as 6 minutes pour faire valoir ton point de vue sur une situation complexe. Ben oui, puis les balados, c'est des formats longs, donc effectivement, on peut... tu sais, moi, c'est le fun, c'est un bon terrain de jeu, justement, pour aborder des idées complexes. Mais... Y a-tu en nombre présentement? Oui, c'est Les Sorcières, sont sur toutes les plateformes. Puis j'ai aussi un Patreon si les gens veulent s'abonner pour avoir des exclusivités, des accès au cabaret des sorcières, parce que c'est difficile d'avoir des billets pour mon show, mais si vous êtes abonné au Patreon, vous avez en avance... liste de VIP. Yeah. Y a-tu... business. Non, mais mais il faut. Puis tu sais, tant mieux si tu peux gagner ta vie en faisant ton contenu à toi. Tu sais, puis pendant longtemps, veux pas, dès que tu avais un concept intéressant. Puis c'est drôle, pendant que tu en parlais tantôt, je me disais peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent présentement, tu sais, quand tu as une idée de show de télé, tu t'en vas le pitcher à une boîte de production qui a les moyens de faire le show. Eux autres vont engager une réalisatrice ou un réalisateur. Fait que là, déjà là, ton idée va être un peu
affectés par la vision du réalisateur. Des fois, c'est positif. Avec Oui, les oui. Brutes qu'on a présentés à Télé-Québec, la réalisatrice qu'on avait choisie, Emily Mannering, elle a pris notre concept puis elle l'a amené, elle l'a rehaussé tu sais, Ouais. avec sa créativité, puis c'était super cool. Souvent, c'est ça, mais des fois, fois, c'est moins ça. c'est ça. Puis là, ce réalisateur-là, cette réalisatrice-là a une productrice ou un producteur Ouais. qui, eux aussi, ont leur mot à dire. Ont leur vision, puis ils veulent plaire à ça, les commanditaires, à Ouais. tel, aux diffuseurs. Ils veulent, puis des fois, les diffuseurs, ils ont une idée dans la tête de leur auditoire, Ouais. mais des fois, on est comme... Des fois, ils disent qu'il veut du changement, puis ils n'ont pas fait que ça. C'est la boîte de production. Là, on pitch à un diffuseur. Ouais. Tu sais, que ce soit Radio-Canada, TVA, TVA, Radio-Can ou des chaînes tu sais, à la Canal Vie, Moi et compagnie, peu importe. Et là, c'est eux qui ont le dernier mot. Ouais. Tu sais, fait que dans le fond, ton idée, il y a 4 layers de plus Exact. au-dessus de ta tête Ah ouais. tu sais, pour changer ou Puis pas. moi, les gens qui travaillent chez les diffuseurs, puis là, tu sais, comment ne pas se mettre tous ces gens-là à dos qui sont supposés nous engager après, mais souvent, je trouve qu'ils pensent... Ça paraît qu'ils ont des patrons au-dessus d'eux, puis des gens en dessous d'eux. Tu sais, c'est comme... Je trouve qu'ils veulent répondre aux attentes de leur patron. Mm-hmm. C'est rare que j'ai vu quelqu'un, moi, dans une boîte chez un diffuseur, que j'étais comme vraiment Sa inspirée priorité, par c'est ton sa intérêt, vision, puis comme je trouvais qu'il comprenait vraiment son public. Souvent, tu sais, je trouve qu'on a tellement méprisé le public là, dans ces... Tu sais, des fois, ils vont nous dire, notre public, là, c'est la Ginette là, qui habite à Blainville. Puis je suis comme, ben, OK, si c'est ton public, pourquoi t'as méprise comme ça? Tu sais, pourquoi tu me présentes comme une conne de banlieue? Ben, je dis pas que les Ginettes de banlieue sont connes, mais tu sais, des fois, c'est super méprisant de la façon qu'ils nous les présentent. Puis je suis comme, mais pourquoi vous faites votre travail d'abord si vous haïssez tellement les gens pour lesquels vous faites ça, tu sais? Moi, j'ai envie qu'on ait... Tu sais, j'ai envie d'impressionner mon public, j'ai envie que le public m'écoute puis soit stimulé puis soit comme... Yes, un contenu que j'ai jamais eu, tu sais, qu'on me parle enfin, tu sais. Tellement jamais, puis je me souviens, tu sais, puis je fais moins de télé là qu'avant, mais c'était comme le diffuseur, là, cette année, on veut de la fraîcheur. Ouais. Fait qu'on va y aller avec un show estival où on va à la rencontre des gens, puis on parle de nourriture. Tu fais ça. comme, vraiment, ouais, comme ça, c'est vraiment révolutionnaire. Ça n'a jamais été c'est fait, nouveau. tu sais, de quoi tu parles. C'est ça. Ou, tu sais, des fois, on va dire, ah, ben là, ça prend des vedettes. Ou là, ça prend... Puis après ça, le public est comme, mais pourquoi vous nous présentez tout le temps la même affaire? Puis les gens... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est parce que les diffuseurs sont insécures que s'il n'y a pas des vedettes, il n'y aura pas de code d'écoute. Puis, tu sais, à force de vouloir plaire à tout le monde, puis d'aller chercher ils veulent le home run parts tout de suite aussi. Oui, exactement. Puis à force de vouloir plaire à tout le monde, ben tu finis par plaire à personne, tu sais. Fait que moi, je suis un petit peu comme... En fait, j'allais dire, j'étais un petit peu amère. Je voulais pas être amère de ce milieu-là. Fait que je me suis dit, hey, je vais faire mes affaires à ma façon. Au pire, s'ils trouvent un intérêt là-dedans après, puis qu'on peut le vendre à un autre diffuseur, correct. Mais comme moi, si tu fais le test project, là, tu défriches. Oui, mais moi, j'ai une besoin... fois que ça pogne, tu pourras peut-être l'exporter. Moi, j'ai besoin de faire ça pour moi, puis tu sais, d'être mon propre modèle d'affaires, puis d'être... c'est ça. Puis Les Sorcières, c'est disponible partout. Puis il y a un épisode à chaque semaine, à chaque mois? J'ai un épisode à chaque semaine. Le premier, on a fait avec Safia Nolin. La troisième semaine, on a eu Catherine Fournier. Puis c'est drôle parce qu'on l'a dérangée pendant sa campagne électorale parce que on n'avait pas réalisé qu'on serait diffusé après la campagne électorale. Fait que tu sais, elle, son agenda était comme seté au quart de tour. Puis là, l'avant-midi qu'elle a passé chez nous, ben c'était même pas comme... pertinent pour sa campagne électorale. Mais tu sais, elle a remporté avec tellement d'avance. Tu sais, elle aurait pu... Tout le monde en parle récemment aussi, puis elle a bien fait ça. Elle est bonne, elle. Oui, puis c'est drôle parce que tu sais, des fois, les politiciens, ils ont la langue de bois, puis... C'est la cassette qui embarque souvent. C'est ça, puis... parce qu'ils veulent pas se mettre à dos des gens, ils veulent pas se mettre... Tu sais, si tu lui demandes à Catherine Fournier, t'as-tu vécu du sexisme dans les médias? Tu sais, elle va peut-être te répondre genre, non, j'en ai pas vécu, parce qu'elle veut pas se mettre à dos les journalistes, mais non, comme on dirait qu'avec Les Sorcières, elle se sentait en sécurité, puis comme elle nous a révélé quand même des affaires crunchy, que c'était comme... C'est ça, je trouvais ça le fun qu'elle se sente à l'aise avec nous de révéler certaines choses qu'elle a vécues, puis... j'ai vraiment trippé. Ben, c'est ça, c'est à ça que ça sert, ces discussions-là. On est 4 filles autour d'un micro, puis à force de parler, puis tu sais, la longueur du podcast aussi, ça fait que en 1 heure, tu finis par
te délier un petit peu plus, puis aller... Premier 10 minutes, ça se peut que tu sois gêné, puis là, après C'est ça, ça. whoop. Ça serait qui, tu sais, parce que quand même, tu as eu Safia. Oui. Ça me donne le goût d'aller l'écouter, parce que une conversation avec toi puis Safia. C'était super intéressant. Ouais. C'était Safia avec j'ai une collaboratrice à chaque show. Ma collaboratrice, c'était Dalila Awada, que peut-être vous connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui a pris beaucoup la parole au sujet du voile durant tous les débats, par exemple, sur la Charte des valeurs. Et l'autre invitée, c'était Élise Desaulniers, qui est directrice de la SPCA. Fait que tu vois, c'est comme 4 personnes avec des backgrounds super différents. Ouais. Puis on est arrivé à parler de choses super, tu sais, sur lesquelles on ne les entend pas d'habitude. Tu sais, parler de, justement, droit animal, parce que la fille de la SPCA est là. Ouais. Avec Safia Nolin. C'est intéressant. Tu t'entends pas Safia Nolin s'exprimer sur ces enjeux-là. Puis moi, je veux que toutes les filles autour de la table s'impliquent dans tous les sujets. Ouais. Fait que, tu sais, on a parlé de religion, on a parlé de notre rapport à l'écriture, à la création, au regret. Tu sais, fait que, je sais pas, moi, je pense que c'est riche, là, comme... Ouais. Ça serait qui ton invité de rêve, tu sais, à recevoir sur les sorcières? Ben, hey, j'en ai... J'ai tellement... Tu sais, je commence. Fait que en ce moment, c'est juste ça, des wishlists. Tu fais ton booking toi-même? Tu sais, Je fais, oui. Ouais, c'est ça. Je fais mon booking moi-même, puis c'est comme, c'est vraiment, tu le sais, c'est beaucoup de temps puis d'énergie. Puis je regardais comment toi, ton Marc-Antoine s'y prend, puis j'étais comme, tabarouette, il est bien organisé, Ouais, il est cher. tête, puis tu sais, Pas mal comme... mieux que moi, on va te dire. C'est- Ça a j'étais plus comme- de chances de succès. Ben oui, puis je te trouvais chanceux de l'avoir, mais en même temps, moi, tu sais, je suis une fille de contenu, fait que tu sais, je veux créer le lien avec les gens La que je confiance contacte, aussi. puis tu sais, comme... Fait que, on dirait que ça, j'ai de la misère, cette partie-là, le booking à le déléguer, tu sais. Mais mon agente, elle m'aide un peu, puis, tu sais, ils m'ont tout offert leur soutien, puis The Brand is Female aussi, mais je suis comme, ah, pour l'instant, je vais garder ça un petit peu, mais je pense que je vais me faire comme une wishlist vraiment claire de toutes les personnes que je veux inviter, mais que, tu sais, mettons, quelqu'un que j'aurais de la difficulté à convaincre, je sais pas, on dirait en ce moment comme... Non, mais c'est bien. Je sais ça. Tout est possible, là, tu sais. Y a-tu quelque chose que. Tu sais, t'es-tu sur un. Je saute du coq à l'âne, mais t'es-tu sur un autre projet de livre? Tu sais, un livre attend pas l'autre, là, dans ton cas. Mais là, j'en ai comme. Ça fait 3 années de suite que j'en ai écrit un durant l'été, puis là, je suis comme. Je suis tannée de ne pas avoir de vacances. Puis on dirait que cette année, je suis sur d'autres projets personnels aussi, puis j'ai le goût de prendre un mini break de livre, mais en même temps, si quelqu'un m'arrivait avec une proposition de bio, j'aurais de la difficulté à dire non, tu sais, parce que les bio, je sais pas, c'est quand même moins... c'est moins... C'est un autre type de processus. Oui, c'est ça, c'est vraiment moins personnel, je me remets moins en question, puis je suis dans découvrir l'autre personne, puis... Il y a quand même une pression, par exemple, de bien livrer Ouais, mais la pour vie moi, de ça, quelqu'un, c'est mais- facile. OK. C'est vraiment écrire la bio de quelqu'un, c'est un grand plaisir, un grand... je suis vraiment dans la facilité, c'est du fun, puis c'est pas de stress tant que ça. Mais, fait que c'est peut-être ça, j'accepterais, mais il faudrait que je me laisse un bon délai. Là, Parce qu'en pour même pas- temps, j'imagine que le podcast, la façon que tu le parles, tu sais, à un épisode par semaine, c'est pas du temps plein, mais c'est quand même prenant. Là, tu sais. Ouais, c'est quand même prenant. Puis le reste du temps, ben, tu sais, puis c'est pas payant. Fait que, tu sais, je sais pas. Encore. Non, ben, c'est ça. Pour l'instant, c'est plutôt moi qui investis. J'ai hâte de voir où ça va me mener, mais, tu sais, entre-temps, tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, Ah ouais. on donne des conférences, on essaie de... Ah oui, de travailleur autonome. tout le reste, là. Ah, mais Judith, écoute, super conversation. Y a-tu quelque chose que j'oublie? En fait, je trouve qu'avec toi, ça prendrait 4-5 épisodes, là. Mais y a-tu quelque chose que j'oublie? Son livre annulé, allez le chercher, pour vrai. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça challenge sur... pas challenge dans le sens de confrontant, mais ça porte à réfléchir avec une nuance qui est peut-être les idées que rafraîchissante. tu avais au départ sur ce sujet-là, ben, c'est ça t'amène ailleurs. Ouais, puis c'est bien écrit. Tu sais, t'écris... moi, tu sais, la personne que je cite souvent, c'est Marc-André Chabot qui a écrit... OK, ben oui, lui... Il a écrit ta bio, puis Ouais. tu sais, quand j'ai lu ça, j'étais jalouse. Ah ouais, là. c'est J'étais vrai? comme, mais oui, parce que tu vois que lui aussi a du fun à écrire ta C'est bio. bien écrit, Ouais. mais tu l'entends le raconter aussi, Ouais. puis je trouve que c'est le ton que Ouais. tu as aussi là-dedans. Merci tellement Hey, ça me fait d'avoir pris plaisir. le Moi, temps je de... trouve qu'on n'a pas assez plugué ton Atypique? ton nouveau atypique Amaretto Sour. J'étais comme la première idée que j'ai eue en venant ici, Quand tu m'as c'était comme texté je un veux matin. goûter. Je t'ai fait un petit pack. C'est la saveur qui manquait à ton portfolio de saveurs. J'adore ça. J'adore tes produits. C'est bien fun. Puis si je peux être
porte-parole. Oui, écoute, avec plaisir. Mais merci. Puis je sais que t'es sobre aussi. Toi, ça fait 4 ans bientôt, 4 ans au mois de février. 4 ans au mois de février. T'es vraiment sharp, Judith. Puis je le répète, c'était écœurant de te côtoyer à tous les matins, même si je sais que c'était difficile de ton côté. Non, mais c'était... Oui, mais non, parce que même si on dit que c'était difficile, je veux dire, c'est ça. C'est pas parce que tu prends la décision de quitter quelque chose que t'as tout haï. Tu sais, moi, j'ai adoré travailler avec toi, Alec, puis Mélanie, puis tu sais, ça a vraiment été un cadeau dans ma vie. J'ai vraiment aimé ça, puis quand je vous vois, je suis nostalgique, puis tu sais, vous me manquez, puis... Nous autres, on le voit tous les matins, je veux que tu le saches, dans la tasse de Mélanie. On a fait une tasse à la mémoire de Judith, mais je te souhaite bonne chance. Puis allez écouter ça, le podcast Les Sorcières. Je vais assurément devenir un abonné. Puis bien fier de tout ce que tu fais, puis de continuer d'essayer d'apporter des changements positifs dans la société à tout plein de niveaux. Hey, merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez m'écouter à tous les matins avec Mélanie Ménard dans On passe ça de même à Week-end 99.5, puis que les magasins Popeyes demeurent disponibles pour prendre en main votre santé. Chiller chez Boulay, disponible sur toutes les plateformes. Allez écouter ça. Merci beaucoup.